Vous regardez Évasion Guinée, bonsoir, le journal, mais avant les principaux titres. Le président malien est arrivé en Guinée ce mardi après-midi. Ibeka est venu assister à la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS qui s'ouvre mercredi à Conakry. Des kits sanitaires pour la sensibilisation et la lutte contre Ebola, c'est un geste de l'UNICEF à l'endroit des jeunes de la capitale dont la remise a eu lieu ce mardi par le chef de l'État. Et puis c'est officiel, Martine Condé est la nouvelle présidente de la haute autorité de la communication. Jusque-là présidente du CNC, elle a été élue ce mardi à la faveur d'un vote par les membres de cette nouvelle institution de régulation des médias. Bienvenue dans ce journal. Le président malien est arrivé ce mardi après-midi en Guinée. Ibeka est venu pour assister à la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS qui s'ouvre ce mercredi à Conakry. À l'aéroport international Conakry-Bessia, le président malien a été accueilli par son homologue guinéen, Abdourahmane Ba Souleymane Souma. La venue du président malien en Guinée s'inscrit dans le cadre de la tenue à Conakry de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. La question de l'énergie semble une priorité lors de ce sommet afin de matérialiser les ambitions de développement de ce réseau. Tout le monde sait que l'énergie aujourd'hui est essentielle pour le développement économique de nos pays. Et nos ambitions de développement et d'émergence sont telles que il nous faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Seule l'union de nos forces au sein de notre organisation, l'OMVS, va nous permettre à chacun d'avoir le plein nécessaire pour nos économies nationales. Le développement du secteur de la pêche continentale, de l'agriculture, ce sont là les quelques projets bilatéraux de développement que les deux chefs d'État maliens et guinéens entendent faire connaître lors de ce sommet. Mais nous avons également, avec le président Alpha Condé, mon aîné, des projets bilatéraux, que vous imaginez bien évidemment, dont nous aurons aussi à connaître. Et vous avez bien vu que je suis arrivé assez tôt pour en connaître. Donc à la fois sur le plan de l'énergie, de la protection de l'environnement, mais aussi du développement agricole et de la pêche, mais surtout la pêche continentale. Nous avons aussi des projets, il y a aussi la pêche sur le fleuve du Niger. Et une fois que nous faisons des routes tout à fait au fleuve du Niger, nous pouvons beaucoup développer la pêche continentale. Donc avec le Mali, bien sûr, nous avons des projets bilatéraux importants, appelés de ça par partenariat public-privé. Ensuite, vous savez qu'après, il y aura l'interconnexion. Et vous savez que ça va sur le barrage de Manantali. Donc le fait d'avoir renforcé Manantali et la suite. Tout comme Ibeka, les chefs d'État sénégalais Macky Sall et mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz sont attendus à Conakry pour cette 16e conférence. Dans le même sillage, clôture ce mardi du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, préparatoire à la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Pendant 2 jours, les ministres des 4 pays de l'OMVS, dont la Guinée, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, ont planché sur le programme des 2 structures de l'organisation. Il s'agit du Haut Commissariat et les sociétés de gestion. Le Haut Commissaire de l'OMVS, Cabinet Komara, revient sur les conclusions de la session. Donc cette conférence, cette réunion ministérielle a préparé le terrain sur 3 points. Premièrement, l'état d'exécution des résolutions qui ont été adoptées à la dernière réunion des chefs d'État. Deuxièmement, le programme d'activité de l'ensemble du système OMVS, c'est-à-dire nos 3 sociétés, la société d'électricité, la société de navigation, la société de gestion du barrage de Diamant et le haut commissaire qui coordonne toutes les 3 structures. Et troisièmement, nos perspectives d'investissement pour le futur. Et dans le cadre de nos investissements pour le futur, je suis heureux de vous annoncer qu'un accent particulier a été mis dans le cadre guinéen sur l'accélération de la construction du barrage de Koukotamba sur le fleuve Bafim, l'approfondissement donc du développement local et également donc aussi la création à l'AB si possible dans le meilleur délai d'un observatoire de l'environnement. Et de même, l'OMVS a décidé d'accélérer le réseau d'interconnexion entre les 4 États ainsi que le lancement de la navigation sur le fleuve Sénégal. Le tout soutenu par le barrage de Diamant. Pour votre information, nous avons à Saint-Louis, à 30 km de l'embouchure du fleuve, un barrage où sont stockés près de 5 milliards de mètres cubes d'eau qui approvisionne la ville de Nouakchott à 100% en eau potable, ainsi que la ville de Dakar à 40 à 50%. Donc tous ces investissements seront à la fois étendus, modernisés et réhabilités.
Autre facette de l'actualité nationale, l'essai clinique du vaccin RVSV-Zebov contre la maladie à virus Ebola se poursuit à Conakry. Ce mardi, ce sont 20 personnes qui se sont portées volontaires pour la vaccination au centre médical de Ratouma. Explication à Giratouba. Je suis un médecin et c'est un devoir pour moi de me faire vacciner. C'est un vaccin comme tous les autres vaccins. Dr Sarr est le premier médecin à se faire vacciner parmi les 20 volontaires prévus pour ce 10 mars. Un vaccin test contre Ebola auquel semblent bien réagir ceux qui l'ont essayé il y a 3 jours lors du lancement officiel du RVSV-Zebov par l'OMS, MSF et les autorités locales. J'ai été le premier à recevoir ce vaccin contre la fièvre hémorragique Ebola. Et nous sommes au 3e jour aujourd'hui. Je me sens parfaitement bien. C'est vrai que le premier et le 2e jour, j'ai eu un peu de courbature, notamment de la fatigue. Et la nuit, un peu de fièvre. À partir d'hier, je me sens mieux et pratiquement je me sens comme avant la prise de ce vaccin. Après la vaccination jusqu'à maintenant, nous n'avons pas ressenti de phénomène étranger. Les seules manifestations que nous avons eu un peu mal à la tête, c'est normal. Nous avons eu aussi des douleurs musculaires. Nous estimons parce que nous avons été en contact d'un corps étranger. Mentalement, je me sens bien. Depuis hier, j'ai repris le travail normalement. Pour le moment, la population n'est pas concernée par cet essai clinique qui consiste à s'assurer que le vaccin n'est pas nuisible pour l'homme, mais aussi voir l'efficacité du RVSV-Zebov à travers la capacité du cœur humain à développer une réponse immunitaire. Pour le moment, il y a peu d'informations sur l'efficacité de ce vaccin. Il y a eu des tests chez certaines personnes qui n'étaient pas dans les zones en épidémie. C'est pour cela que nous avons, premièrement, pour convaincre la vaccination de notre volonté et contrecarrer les différentes rumeurs, nous avons commencé par nous et le personnel des Nations Unies et quelques volontaires. Après, la deuxième étape sera au niveau du personnel de santé qui sont en première ligne et qui a eu déjà un certain nombre qui se sont infectés. Et en dernier lieu, nous allons vacciner les contacts aux malades positifs. Une fois les essais concluants, la vaccination de masse pourrait être envisagée. À ce sujet, les organisateurs rassurent les réticents. Il n'y a vraiment pas de doute à se faire. Personne au grand jamais ne viendra leur injecter le microbe, le virus qui cause une maladie ici en Guinée. Bon nombre de partenaires internationaux coordonnent cet essai vaccinal Ebola en Guinée, une synergie d'action pour mettre fin à la propagation du virus. L'insécurité se diversifie et prend des proportions inquiétantes. Outre les attaques à main armée, le braquage, les coupeurs de route, quant à eux, rendent la vie infernale aux usagers de la route qui se voient dépouillés de leurs biens et parfois même certains y trouvent la mort. Aminataou Diallo, Alamandissano Yomessi. Au cours de leur voyage à l'intérieur du pays, les chauffeurs rencontrent d'énormes difficultés vu le mauvais état des routes et surtout les coupeurs de route qui les braquent souvent la nuit. À la sortie de l'INSA, il y avait des coupeurs de route qui ont bloqué l'un de nos amis, mais avec les contacts de la circulation, on a pu mettre main sur 4 de ces bandits avec leur véhicule. La gendarmerie de Mamou venait les récupérer avec nous à Tamagal. Ils sont partis. Depuis lors, on ne nous a pas informé si on les a visés ou pas, ni leur véhicule jusqu'à présent. Pour ce chauffeur, les policiers seraient la cause des arnaques. À 20 km, les gendarmes ont fait des attaques. Maintenant, on veut savoir vraiment si les gendarmes là sont là-bas pour nous sécuriser ou bien ils sont là-bas pour nous contrôler. Parce que même quand ils te voient, tu es en train de conduire avec REPOJP, on te fait un reçu, on te donne un reçu de 100 000, 150 000, 200 000. Mais quand il y a des attaques à côté, on ne voit personne. On se demande maintenant, la gendarmerie est là pourquoi? L'État ne peut nous dire ça. S'ils sont là pour ça, pour nous raqueter, pour prendre l'argent, si l'argent là ça va dans la caisse de l'État, on veut savoir. On se déplace, on va là-bas, quand il y a des attaques, quand tu les dépasses tout de suite, tu trouves une attaque, tu reviens là-bas, tu ne le trouves plus.
On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Sangaré Suleiman demande aussi à ce que les policiers respectent leurs droits. On paie notre caution à l'État, mais l'État n'a rien à faire pour nous. C'est ce qu'on voit. L'État même, la Guinée même, on ne considère même pas les transporteurs en Guinée ici. Ne sachant plus à quel sens se vouer face à ces différentes tracasseries, les chauffeurs sollicitent le concours des autorités afin que prenne fin leur calvaire. Sur un tout autre plan, les membres de la haute autorité de la communication, organe de régulation des médias, ont élu leur présidente ce mardi à Conakry. Lors d'un vote, ils ont porté leur choix sur Martine Condé, présidente de l'actuel Conseil national de la communication. Compte rendu, Mamadi de Condé, Sayon Youbate. Martine Condé du Conseil national de la communication à la haute autorité de la communication. Désignée par le président Alpha Condé, Martine Condé a été élue présidente de la HAC en recueillant 9 voix sur 10 face à Ousmane Kamara, le représentant des médias de l'audiovisuel. Un vote démocratique aux yeux du représentant du chef de l'État. Le président de la République m'a recommandé, et public hier encore, il me disait il faut veiller que cette élection se déroule le plus démocratiquement possible. Nous avons travaillé sous l'égide de 2 huissiers de justice qui sont là et qui peuvent attester la régularité de ce que nous avons fait. Contente de son élection, Martine Condé a formulé des promesses. D'abord, veiller à ce que la haute autorité de la communication joue pleinement son rôle de régulation, mais elle a appelé la presse à s'auto-réguler. Avant qu'on traite au niveau de la haute autorité en plénière les dossiers de plainte, je pense qu'au niveau de vos associations, vous pourrez vous concerter et faire preuve de solidarité et vous épauler entre vous avant que ça arrive à notre niveau. Une autre promesse de la présidente de la HAC, mobiliser les moyens en faveur de son institution. Je voudrais vous promettre aussi, pour le respect de notre institution, que je vais me battre pour que tous les moyens matériels et financiers soient donnés par les autorités pour que nous soyons une institution digne de ce nom. Du point de vue infrastructure. Martine Condé ambitionne également de s'impliquer dans la formation des journalistes. À la tête de la HAC, composée de 11 membres, son mandat s'étale sur 5 ans. Les centrales syndicales ONSLG, COSATREG et la CGFOG ont fait ce mardi une déclaration dans laquelle elles ont félicité toutes leurs structures pour le respect du mot d'ordre de grève. Car pour ces centrales syndicales, cette grève a été une réussite. Explication ici à Gadiakité. C'est suite à la grève organisée par les centrales syndicales le 9 et 10 mars pour la baisse du prix du carburant à 6 000 francs le litre que les centrales syndicales, l'ONSLG, la COSATREG et la CGFOG ont fait cette déclaration ce mercredi. Déclaration pour remercier leur structure de leur soutien. Travailleuses, travailleurs des secteurs publics, privés, mixtes, informels et retraités de Guinée, camarades, respectueuses de ses engagements vis-à-vis de la baisse à 6 000 francs guinéens, le prix du litre de carburant à la pompe, notre unité d'action, composée de l'ONSLG, de la COSATREG et de la CGFOG, signataires de l'avis de grève reconductible les 9 et 10 mars 2015, félicite toutes leurs structures de base et sympathisants pour le respect des consignes données pour le mot d'ordre de grève. Malgré les arrestations et les bastonnades par la police, cette journée a été pour ces centrales une réussite. C'est aussi le lieu de féliciter et encourager la presse privée guinéenne qui n'a ménagé aucun effort pour relayer les informations, même quand elles sont en notre défaveur. C'est cela le rôle d'une presse libre. Bien que cette grève ait été peu suivie en raison de la désinformation opérée par certains syndicats et l'administration publique, ainsi que les arrestations de syndicalistes grévistes par les forces de défense et de sécurité et bastonnades de syndicalistes à Matam par la police,
nous espérons avoir marqué d'un sceau indélébile la vie syndicale guinéenne. La COSATREG, l'ONSLG et la CGFOG ne comptent pas baisser les bras pour contraindre le gouvernement à se retirer de leurs affaires. La refondation du mouvement syndical guinéen est un combat qui interpelle l'unité d'action syndicale. Vive l'unité syndicale! Sport à présent, le karaté est l'une des disciplines sportives peu encouragées par les autorités du pays. C'est loin de sa Guinée natale que Mohamed Sy poursuit son rêve de karatéka. Vice-champion d'Italie des moins de 67 kilos et champion d'Italie de la lutte au sol, ce jeune Guinéen espère toujours de l'aide de la part du gouvernement. Aboubakar Sidiki Mané l'a rencontré, son reportage. Mohamed Sy est un athlète guinéen qui a participé à plusieurs compétitions et obtenu plusieurs titres en Afrique, notamment au Sénégal, mais également en Italie et en France. Il est le premier karatéka guinéen à représenter le pays dans la plus prestigieuse compétition mondiale de karaté en 2012. C'est un jeune patriote qui a pour ambition de défendre le tricolore guinéen. Je suis là pour me battre, pour représenter mon pays, mais je ne peux pas être dans tous les domaines. Je peux être juste au niveau sportif. C'est pour cela que je lance un très grand appel aussi au niveau des autorités pour qu'ils sachent qu'ils ont un enfant qui est là en France, que je bats souvent pour représenter la Guinée. Que je suis très fier aussi de représenter la Guinée parce que partout que je fais les émissions et tout, je suis toujours avec le drapeau national. Déterminé à rehausser et impulser une nouvelle dynamique au karaté guinéen, l'athlète Mohamed n'a pas réussi à prendre part au championnat du monde de karaté qui s'est déroulé en novembre 2014 par faute du non-paiement de la participation par les autorités guinéennes. Ce qui était plus dur pour nous, en fait on a payé toutes les charges à nous-mêmes et puis il nous restait la participation de la Guinée qui s'élevait à 30 000 euros à peu près, donc 29 500 disons. 39 000 francs suisses. Et c'est à cause de ça, c'est une contribution de la Guinée de 12 ans. Donc on pouvait même négocier, je pense, une partie avancée pour qu'on puisse participer. Mais à cause de ça, on n'a pas pu participer. Et j'estime que c'est une miette pour l'État. Et donc c'est quand même, c'est dégénérant de ce genre de situation. Le karaté étant une discipline martiale dont les techniques visent à attaquer ou à se défendre, ce jeune passionné demande la mise en place d'une politique pour favoriser son essor. Le karaté est abandonné par rapport aux autres sports. Et donc les autorités en charge doivent quand même revoir la copie pour essayer d'encourager ce sport à émerger parce qu'on est en retard. Donc il ne faut pas que... Et pourtant on a des talents qui peuvent aller très très loin. On a des talents qui peuvent être champions du monde. La pratique de ce sport de combat constitue aussi un cheminement au plus profond de son être. C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus enrichissant le karaté. Et donc moi ce que je veux dire aux jeunes c'est de tourner vers le karaté parce que c'est une discipline sportive qui est très importante sur le plan éducatif. Et savoir que bientôt en 2020 on sera olympique, donc il y aura aussi de l'argent au niveau de karaté et que voilà, pourquoi ne pas aussi se battre comme sur le foot. Un brillant parcours pour une première expérience mondiale sortie en qualification pour les quarts de finale. Après avoir éliminé 2 anciens champions du monde, Mohamed Sy est classé parmi les meilleurs karatékas de sa catégorie sur le plan mondial et premier athlète de sa catégorie en Afrique. Culture dans ce journal, nouvelle création théâtrale au Centre culturel franco-guinéen, le site de Pierre Corneille. C'est l'histoire de Rodrigue et Chimène, 2 jeunes divisés entre l'amour et l'honneur. Dans cette pièce de théâtre, l'essentiel est l'usage dramatique qui est fait de l'amour, une pièce qui date du XVIIe siècle. Elle est mise en scène pour la première fois en Guinée par Ansoumane Guessira Kondé, jouée par les comédiens de la compagnie Ici et Ailleurs. Explication, Marie-Sheila Fofana. Le site de Pierre Corneille est l'histoire de 2 jeunes, Rodrigue et Chimène, qui se retrouvent au cœur d'une querelle parentale et qui, par finir, sont partagés entre amour et honneur. Le dilemme auquel Rodrigue et Chimène sont confrontés existe aussi dans nos sociétés d'aujourd'hui. Les jeunes sont aujourd'hui héritiers de conflits dont ils ne sont pas à l'origine. Ce sont leurs aînés, ils sont obligés, contre leur gré, de porter sur leurs frêles épaules le poids de l'héritage des conflits provoqués par leurs parents. Et j'essaie d'attirer l'attention des jeunes sur ça.
Dans cette pièce de théâtre, Désiré Condé essaie de faire un pont entre l'Espagne du XVIIe siècle et le Manding. Moi, la similitude que je trouve en Afrique et en Guinée, qui est mon pays, c'est surtout le Manding où la question d'honneur, la question de fierté, la question d'orgueil passe avant tout. C'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier sa vie, on est prêt à sacrifier tout pour sauver son honneur, pour laver un affront. Les rôles des amoureux retransis sont interprétés par Omar Manet et Kalsoumi Oumibari, deux comédiens pour lesquels jouer dans cette pièce de théâtre est un plaisir. Dans le personnage de Chimène, ce que j'aime, au fait, c'est le devoir. Malgré qu'elle aime Rodrigue, elle suit son devoir et elle essaie de venger son père. Et je trouve que ça, c'est beau. Malgré son amour, c'est très dur, c'est pas facile. Et c'est une femme. Et on ne demande pas à une femme de venger l'honneur de la famille, c'est plutôt le rôle de l'homme. Moi, tout seul dans la pièce, il y a deux gars qui sont folles amoureuses de moi. Ça a été la motivation nécessaire pour accepter de jouer le rôle. Bien, bon, 12 kilos à tout casser et une autre, 27 kilos sans les mèches. Donc elles sont toutes KO de moi. L'autre en cachette, c'est quand même la fille du roi qui veut de moi. Attention. Quoique, financièrement, dans la vraie vie, j'aurais plutôt pensé pour elle. J'aurais plutôt pensé pour elle. Franchement. Mais bon, comme l'histoire, c'est l'histoire, j'ai dit d'accord. Elle est petite, elle n'aura pas un autre mari, je vais faire un effort. Je suis venu vers elle. Pendant les séances de répétition, Daniel Couriol, directeur du Centre culturel franco-guinéen, apporte son expertise à la troupe. Le rendez-vous est donc pris pour les 27 et 28 mars au CCFG pour la présentation du site de Pierre Corneille, version guinéenne. La société de téléphonie mobile Celcom Guinée a effectué ce mardi son 5e et dernier tirage au compte de sa promo Saint-Valentin. 2 autres abonnés viennent s'ajouter aux 8 autres déjà retenus. Ils vont bénéficier chacun d'un séjour de 3 jours dans un hôtel au Maroc avec $500 par personne. Bernard Koundouno. L'opérateur de téléphonie mobile Celcom Guinée a effectué ce mardi son 5e et dernier tirage au compte de sa promo Saint-Valentin. Un tirage qui permet aux gagnants de bénéficier de 2 places par personne pour un séjour de 3 jours au Maroc dans un hôtel de haut standing avec $500 comme frais de poche. Pour la crédibilité du tirage, un représentant de la LONAGUI et un huissier de justice y étaient présents. Dès l'instant que l'abonné a fait cette recharge, un numéro électronique lui est automatiquement attribué. Nous allons procéder au tirage de ce numéro électronique qui correspond obligatoirement à un numéro de téléphone. Nous appellerons l'abonné et chaque abonné a 3 chances. Si au bout des 3 tentatives, l'abonné nous répond, nous validons le tirage. S'il ne le fait pas, nous invalidons et nous passons à un autre tirage. Mamadou Yelo Diallo, homme d'affaires, et Aïssatou Diallo, comptable, sont les 2 abonnés qui viennent s'ajouter à la liste des gagnants au compte de la promo. Vous êtes la dernière abonnée qui a gagné au cours de cette campagne, soit la 10e. Vous allez non seulement partir avec votre mari, mais vous montez dans un avion confortablement installé, service à bord jusqu'à destination, vous atterrissez. Voici le Maroc. Vous êtes au Maroc, vous sortez de l'aéroport, vous avez la possibilité de commencer vos achats parce que Celcom vous donnera $500 comme argent. Waouh! Quel bonheur! Merci beaucoup. Mamadou Yelo Diallo est l'un des abonnés dont le numéro a été tiré au sort. L'heureux gagnant est venu se rassurer de la nouvelle au siège de Celcom. C'est un plaisir pour moi de recevoir cet appel imprévu. Donc je pense que la joie elle est là et il me manque des mots pour ça. Dans le souci de rendre heureux ses clients, Celcom Guinée envisage d'autres promos qu'elle mettra en jeu les jours à venir. Et puis, cette nouvelle, le président de la République a procédé ce mardi à la remise des kits sanitaires aux jeunes de la capitale. Ces kits offerts par l'UNICEF sont destinés à la sensibilisation et à la lutte contre le virus Ebola en Guinée. Aboubakar Sidiki Mané.
La lutte contre l'épidémie d'Ebola est dans sa dernière phase avec l'implication de 8000 jeunes qui seront déployés à Conakry, Koya et Forikaria pour aller sensibiliser les citoyens. Ce tournant dans le combat enclenché depuis une année nécessite la collaboration des jeunes. Ces kits sportifs mis à la disposition de la jeunesse est l'aboutissement de la collaboration entre le département de la jeunesse et de l'UNICEF. En répondant à votre appel depuis le 25 septembre 2014, à l'occasion de la Journée nationale de la jeunesse guinéenne s'est lancée dans une grande campagne de sensibilisation et d'information à travers tout le territoire national. Ils sont 2100 à être sélectionnés, formés et déployés dans les 128 quartiers de la ville de Conakry pour une sensibilisation des ménages par la méthode de porte-à-porte et plus de 15 000 qui se déploient dans toutes les localités du pays. Depuis des années, l'UNICEF est l'un des partenaires privilégiés du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Avec Ebola, l'institution a multiplié son appui. Le soutien de l'UNICEF au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est parti du constat sur le terrain que les jeunes sont des acteurs incontournables dans la riposte contre Ebola et dans la lutte contre les résistances. Ceci vient de être confirmé par deux études socio-anthropologiques conduites sur l'ensemble du pays par l'UNICEF et par l'OMS. L'UNICEF, par ma voix, s'engage à nouveau à contribuer encore plus pour que la jeunesse continue à jouer un rôle primordial dans la lutte contre l'épidémie afin d'aboutir le plus rapidement possible à notre objectif commun de zéro Ebola. Si au début de cette épidémie, la Guinée était l'objet d'une stigmatisation, le passage ces derniers temps de hauts dirigeants du monde et représentants d'institutions onusiennes aura réussi à briser cette stigmatisation. Nous sommes arrivés à une phase extrêmement critique de la maladie. Nous sommes très proches du but. Mais c'est une étape extrêmement difficile. Et je peux vous dire une chose, seulement vous pouvez nous aider à gagner cette bataille. Vous avez aujourd'hui les clés, parce que tout ce qui nous reste, c'est la sensibilisation. C'est d'arriver à lutter contre les poches de résistance qui sont souvent liées à un manque de connaissances ou à un manque d'informations ou simplement au fait que les populations ne reçoivent pas d'informations correctes. Le président de la République, premier sur le front de la lutte, lance un appel à la jeunesse guinéenne. Toutes les populations, surtout à Conakry, notre grand problème c'est aujourd'hui Conakry. Nous serions arrivés à la fin si on n'avait pas connu la résistance à Forikaria. Vous savez, Forikaria a une frontière avec la Sierra Leone, mais la particularité, vous avez une maison, une porte, c'est la Sierra Leone, vous rentrez dans la maison, l'autre porte, c'est la Guinée. Donc, il y avait beaucoup de cas à Forikaria, mais les médecins n'arrivaient pas à aller, parce qu'il y a des gens qui manipulaient les jeunes pour empêcher les médecins de jeter des pierres. Il a fallu donc neutraliser ces gens, et on savait que le nombre de cas allait augmenter. C'est la même chose à Koya, à Boufa et à Dubrika, mais particulièrement à Conakry. Vous savez les problèmes que nous avions à Matoto, à Ratoma, à Kaloum. Donc c'est votre rôle de faire en sorte que les gens comprennent que plus tôt on va à l'hôpital, plus tôt on a des chances de guérir. Quand on a été contact, acceptez que les médecins viennent prendre leur température pendant 21 jours. Dans l'avenir, ces jeunes prendront la direction des différents domiciles de Conakry, Koya et Forikaria avec pour seule mission sensibiliser et rassurer les populations qu'il faut éradiquer le virus Ebola. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site www.evasionguinee.info. Bonsoir chez vous.